Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Troisième séance aujourd'hui de notre séminaire consacré aux littératures du réveil, à cette histoire médiévale de la conscience politique qui, vous vous en souvenez, a été introduite par François Foronda à partir notamment d'Alain Chartier, cet auteur que nous avons retrouvé en miroir entre Philippe de Mézières et Pedro de Ayala il y a 15 jours, et cet auteur dont nous sommes heureux d'accueillir les deux éminentes spécialistes que sont Laetitia Tabar et Desidde Logu, que je vais présenter dans un instant. Vous avez compris que nous sommes entre les littératures du réveil et les littératures de l'éveil, dans cette articulation entre les arts de gouverner et les arts d'aimer. Et c'est justement en lisant les travaux de Laetitia Tabar, donc maître de conférence à l'Université du Mans sur la politisation du débat amoureux, sur cette littérature courtoise saisie par le politique, que nous avons eu envie de mener cette aventure. La question du deuil nous avait aussi intéressé lorsque on parlait justement de ces endeuillés de l'après-peste noire, et j'avais aussi à ce moment-là rencontré avec délice les travaux et surtout, je dirais, la démarche de recherche, le style d'étude de Laetitia Tabar. Et donc, je suis très heureux de lui laisser la parole pour donc une communication sur la poésie du deuil au XVe siècle, sur la plainte et le cri. Et pour la discuter, eh bien, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Desidde Logu, qui est professeure à l'Université de Chicago, qui, la semaine dernière, puisqu'elle est invitée par l'Assemblée des professeurs du Collège de France, a donné une conférence, une très belle conférence sur la figure du cerf, sur l'imaginaire de cette servitude comme condition d'incertitude. Et déjà, nous étions justement dans cette dorveille des troubadours entre l'éveil, le somme et le réveil, et aussi dans cette entre-deux littéraire et politique, où on éprouve cette dépendance honorable qui s'appelle l'amour. Alors là, évidemment, et déjà il y a 15 jours, avec la littérature de consolation, avec la tristesse politique de Pedro de Ayala, eh bien, nous étions au bord de cette littérature du deuil, de cette poésie du deuil. Nous y rentrons, et pour le XVe siècle, avec toi, et je t'en remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on entend bien. C'est bon. Encore un peu comme ça. Tout va bien. Très bien. Alors, je tiens d'abord à remercier moi aussi, très chaleureusement, comme l'avaient fait Daisy, Patrick Boucheron et François Foronda, pour leur invitation. Je mesure bien la chance qui m'est donnée de présenter devant vous mes recherches, qui sont encore en cours, je tiens à le dire, donc sur la poésie du deuil, d'en discuter avec vous, avec Desidde Logu, qui est mon interlocutrice privilégiée pour ces questions de poésie politique et de genre depuis quelques années. Et je suis ravie donc d'exposer ces idées devant vous toutes et tous. En particulier, je donne un mot à Jacqueline Sarkis-Glini. Je ne résiste pas au plaisir de redire ici tout ce que je lui dois, et même si sa modestie en souffre, tout ce que je dois au dialogue intérieur que j'entretiens comme beaucoup de médiévistes déjà avec sa pensée. Et je vous dois aussi des remerciements pour avoir remis Alain Chartier à l'honneur dans ce séminaire sur les littératures du réveil. Alors, comme l'a rappelé François Foronda dans la première séance, une des premières entreprises de réhabilitation de l'œuvre de Chartier a consisté à revenir sur l'opposition entre ses écrits dits sérieux, et sa prose et sa poésie politique, et ses écrits poétiques courtois, et notamment la lyrique amoureuse, ballades et rondeaux. On avait en effet abouti à un paradoxe assez fascinant quand on y pense, c'est-à-dire que le poète majeur du XVe siècle, grand maître reconnu par plusieurs générations de poètes, d'orateurs après lui, constamment cité, imité, chanté pour la grande douceur de son style, avait fini par passer pour un mauvais poète, et Arthur Piaget déplorait ses vers d'une banalité correcte et froide.
Et même Daniel Poirion, parfois, malgré tout ce qu'on voit à son ouvrage sur la poésie de la fin du Moyen-Âge, Le poète et le prince, parle de sa poésie d'orateur latin. Je ne sais pas si c'est un compliment. Et les travaux d'Emma Cayley, puis, bien sûr, l'ouvrage dirigé par Daisy Delogu, Emma Cayley et John McCrae, compagnon to Alain Chartier, ont éclairé son œuvre d'une manière nouvelle, de ce point de vue, en revenant sur cette distinction. Et ce dernier livre montre aussi toutes les zones d'ombre qui restent à explorer chez cet écrivain qu'on a du mal à catégoriser, parce qu'il est un peu au point de bascule aussi entre deux siècles, deux périodes de l'histoire de la littérature. Et il reste, à mon avis, qu'on peine peut-être encore à comprendre le statut de l'amour dans son œuvre. Le poète s'est tourné vers d'autres questions que celles qui agitent les cercles courtois. Peut-on penser à la lecture du quadrilogue invectif, La belle dame qui se lamente, c'est France, et non pas une amante éperdue. Et dans le prologue du livre de l'Espérance, il se détourne des joyeuses écritures de sa jeunesse. Et tel qu'il se présente à travers même le narrateur de La belle dame sans merci, ou si on veut le voir dans le personnage de l'amant infortuné de son débat de deux fortunés d'amour, le poète est en deuil de l'amour, il n'est plus un amant. Cet élan appartient au passé, ce qui est aussi une manière de dire la rupture littéraire avec le chant courtois. Et le livre des quatre dames, comme l'a montré Daisy Delogu dans un article marquant sur les complaintes amoureuses et critiques sociales, eh bien, dans le livre des quatre dames, les dames discutent de leur malheur, mais ce sont en fait des manières de dire, de discuter, de biais les conséquences et les causes de la défaite d'Azincourt. Donc l'amour, c'est fini. Et cette posture de l'amant ou de l'amante endeuillée a certainement contribué à accréditer l'idée que Chartier, quoiqu'il tire souvent la force de son écriture des formes mêmes de la poésie amoureuse, rompt en fait avec ces thèmes pour se tourner vers la situation politique. Je crois que le thème de ce séminaire nous invite au contraire à comprendre que la question du pouvoir politique, plus précisément celle de la conscience politique, ne sont pas des questions déliées des préoccupations amoureuses, que la réflexion sur les affections intenses qui touchent l'individu peut servir aussi à penser, voire à mobiliser celles qui agitent le collectif. Et c'est cette articulation que je vais essayer de mettre en valeur donc, dans l'œuvre de Chartier. En fait, si on tente de préciser ce qu'on peut voir comme une rupture avec le thème amoureux, en fait, en présentant des amantes et des amants endeuillés, Chartier met en relation des situations amoureuses malheureuses avec les maux publics, les coups de fortune que représentent la guerre, les aléas des combats, les départs des amants. Et il s'inscrit là dans une longue tradition courtoise, celle du chant de douleur de séparation, de la départie. Mais pour résumer rapidement, en fait, l'amour pouvait être alors pensé comme l'aiguillon de la prouesse, dans l'éthique chevaleresque et courtoise, on pourrait dire ancienne. Il soutient le courage du combattant dans l'adversité, il maintient la pulsion de vie en quelque sorte. Le chevalier puise dans la pensée de la dame la force morale nécessaire à la lutte, et cette présence intime de son image réveille des forces défaillantes, si on pense à Lancelot, qui voit Guenièvre à la fenêtre dans Le Chevalier de la Charrette. Il y a donc comme un renversement de point de vue apparent quand on envisage, plutôt que la force positive de l'amour, les répercussions des malheurs publics sur les amants, la déliaison en fait que cela suscite. Mort de l'amant, maintien en prison, difficulté à payer la rançon, trahison possible, déréliction des sentiments. C'est un versant un peu négatif, presque, ou réaliste de l'éthique courtoise, saisi à travers des situations plus triviales peut-être. Et cette parole en contrepoint correspond aussi à un versant féminin du chant courtois, déploration, lamentation, inquiétude, attente angoissée des dames, et parfois désespoir, dégoût et imprécation. La complainte est souvent écrite au féminin. Donc c'est ce chant négatif qu'on trouverait chez Chartier, en particulier dans le livre des quatre dames, et qu'on entend aussi dans l'œuvre de Christine de Pisan. La posture de la veuve, que Christine a incarnée spectaculairement, est aussi celle de nombreuses dames fictionnelles dont on peut suivre tout un cheminement dans les débats poétiques courtois à partir des jugements de Machaut. Je vais présenter quelques-uns de ces textes. Donc, dans le jugement du roi de Bohême, la dame en larmes, sommée par un chevalier de conter ses malheurs, explique que son ami est mort et qu'elle ne peut se consoler. Mais le chevalier dont la dame est infidèle se prétend plus malheureux. Et on porte l'affaire devant Jean de Luxembourg. Et après un dialogue des vertus allégoriques qui forment le conseil, le roi tranche en faveur de l'homme. La dame se consolera. La question est reprise dans le jugement du roi de Navarre, où une dame, d'abord anonyme, qui se révélera une allégorie de bonheureté, vient se plaindre à l'auteur de cette sentence inique, et elle accuse Guillaume de Machaut d'avoir médit des femmes. Le roi de Navarre, après un débat, se prononcera cette fois contre l'auteur en faveur de la dame. Et dans le dit de Poissy de Christine de Pisan, le débat rebondit en quelque sorte. La dame éplorée raconte que son ami a été fait prisonnier à la bataille de Nicopolis,
1396, et le chevalier dont la dame semble fausse se prétend là encore plus malheureux. Cette fois, le débat reste ouvert à notre jugement à tous et à celui d'un dédicataire anonyme. Le livre des 4 dames d'Alain Chartier donne encore davantage d'ampleur à cette voix féminine, sur 4 dames, et elles ne sont plus vraiment confrontées à un point de vue masculin opposé. Et puis surtout, peut-être, Chartier va incarner lui-même cette posture du veuf inconsolé, du moins dans la figure du jeu qui se dessine dans la complainte sur la mort de sa dame ou dans le narrateur de La Belle Dame sans merci. Et cette figure de l'endeuillé a une très longue postérité au XVe siècle, devient presque un personnage dans l'édit, par exemple dans L'amant trespassé de deuil pour la mort de sa dame, qu'on attribue à Pierre de Hauteville, dans L'outré d'amour de Georges Chastelain. Ce lyrisme du veuvage se continue dans nombre de complaintes masculines ou féminines, dont les anthologies poétiques gardent la trace, et on peut citer en particulier Le Jardin de Plaisance et Fleurs de rhétorique, un incunable daté de 1501, anthologie qui, par le montage de pièces poétiques construites autour de l'amant infortuné, rend très visible cette veine plaintive du lyrisme amoureux. Et l'on voit ici l'image de la dame, mais vous voyez que à la place de la flèche d'amour, c'est la flèche de la mort qui va percer son cœur. Cette veine de l'inspiration poétique a suscité donc peut-être une certaine fatigue. Daniel Poirion s'interrogeait sur la récurrence de cette figure et hésitait à avoir une pause sentimentale dans la manière dont les poètes, dit-il, tiennent désormais à laisser d'eux-mêmes cette image douloureuse d'un amant pleurant sur la perte de l'être aimé. On se lamente beaucoup, donc, dans cette poésie amoureuse qu'on appelle parfois larmoyante, voire lacrymale, qui ne suscite pas toujours donc l'enthousiasme. Effectivement, elle peut être perçue comme un signe de découragement, c'est un peu de la poésie dépressive, si l'on veut. Et l'on sent que lors de la séance introductive du séminaire, François Foronda avait un peu envie de secouer le poète au fond de son lit et fondrer sur la couche d'enfermeté et de maladie, tel que se présente Chartier au début du livre de l'Espérance. Effectivement, on a l'impression qu'on se laisse un peu aller. Mais c'est aussi quand même, parce que c'est une attitude qu'on pense comme, et d'ailleurs dès le XVe siècle, comme on l'avait montré, comme passive ou disons peu virile, qui est très clairement dans la poésie médiévale aussi ancrée dans le féminin, contraire à la force du désir qui galvanise le guerrier. Alors que dire de toutes ces pleureuses ? Eh bien pourtant c'est quand même cette posture qu'endosse le poète qui incarne par excellence l'appel à la réforme et à la prise de conscience. Et une chose qui doit peut-être mettre la puce à l'oreille, c'est que dans un des manuscrits du livre des 4 dames, le titre donné est « Joyeux d'espoir », comme dans le livre de l'Espérance qui s'intitule quand même celui de l'Espérance. Donc on sent que les larmes peuvent être aussi au principe d'un relèvement, d'un réveil, si l'on veut. La politisation du débat amoureux est peut-être passée d'abord par cette écriture particulière de la complainte. Mon hypothèse est qu'il faut peut-être donc entendre dans la déploration féminine autre chose que l'expression de la tristesse amoureuse ou du découragement, et que là réside peut-être au contraire le principe premier du réveil. Depuis le jugement de Machaut, la voix de la dame en deuil est celle qu'on refuse d'entendre, celle d'une douleur qu'on ne veut pas prendre au sérieux. Et elle finit par s'exprimer chez Chartier, et elle finit par dire que les hommes de guerre se conduisent mal. Elle préfigure ainsi l'allégorie de France dans le quadrilogue invectif de Chartier, renvoie peut-être aussi à celle de Nature dans le chemin de longue étude de Christine de Pisan. Plaintes politiques alors, pleinement ancrées dans la réalité historique de la guerre, des plaintes qui demandent des comptes, mais dont la filiation avec les amoureuses transies est révélatrice, il me semble, de la force de conviction de la lyrique courtoise en ce domaine. Face aux proliférations des lamentations lyriques, il faut donc se demander, un peu comme Gauvin voyant passer le Graal dans la seconde continuation de Perceval, pourquoi la pucelle pleure ? Et peut-être qu'il s'agit par la voix de la pleureuse d'autre chose que d'effondrement de la volonté et de la raison face au spectacle de la mort. On peut reconsidérer cette idée d'une parole féminine dévaluée en pensant que peut-être aussi ce sont nos propres catégories de genre qui existent dans ces répartitions de rôles entre l'arme des femmes et combativité du guerrier. Est-ce qu'on pourrait entendre dans le deuil féminin aussi une revendication politique ? Peut-être oui, si l'on pense que, c'est ce que j'essaierai de montrer, la parole des endeuillés n'est pas seulement celle d'une subjectivité, qu'elle est aussi parole publique, qu'elle a une portée qui dépasse l'histoire des amants, dans la mesure où elle fait partie de rituels collectifs, puisque dans le cœur des pleureuses, on n'étouffe pas ses larmes dans son mouchoir, c'est aussi un cri qui possède une force d'extraction spécifique et une puissance donc de soulèvement que le débat des 4 dames, à mon avis, déploie. Alors je commencerai par parler de la forme même de la complainte. C'est la forme que prennent les lamentations féminines dans la poésie, en abordant donc ce genre, intéressant parce qu'il appartient à la fois à la longue tradition de la lyrique amoureuse,
à fait plaintives, mais constituent aussi un des genres qui s'ouvrent à l'écriture politique et qui peuvent porter en particulier les revendications auprès des princes. On a des complaintes politiques aussi. Et l'article fondateur de Daisy, de Logu, l'a montré pour le livre des 4 dames. Complainte amoureuse, critique sociale se combinent. Dans plusieurs manuscrits, le livre s'appelle Complainte. Et cette double portée est liée à la notion même de loyauté à l'égard de la dame ou à l'égard du seigneur. En fait, le respect de la parole donnée organise les deux systèmes, amoureux et politiques, voire militaires, ce qui fait que les plaintes féminines ont une double résonance. Celui qui veut mériter l'amour de sa dame cherchera à s'illustrer au combat, et la couardise est aussi le témoignage de la fausseté du cœur. Ce que j'aimerais montrer sur ce point, c'est que la conception de la plainte et des émotions qui l'animent est précisément ce qui permet ce passage, cette articulation d'un discours amoureux à un discours qui tient davantage de la remontrance ou de la revendication, et que l'écriture de la douleur réside justement peut-être dans cette articulation. Alors la complainte de la première dame, dans le livre des 4 dames, c'est la femme dont l'ami est mort, ouvre le dialogue, elle pose le cadre qui va mêler les deux visées. Je vais m'attarder sur cette lamentation, qui montre bien, il me semble, ce que le motif du deuil amoureux peut porter spécifiquement aussi en termes d'effet. Alors d'abord, peut-être, un ancrage du discours dans le corps, puisque se manifeste une conception de l'amour qui est liée à la persistance de l'image de l'aimé dans le cœur, donc l'obsession amoureuse, le fantasme amoureux, qui le rapproche aussi de la mémoire et de celle des disparus avec le souvenir. Et le deuil amoureux redessine sans cesse des représentations heureuses avant de retomber dans une succession d'élans, de visions, ce qui peut donner parfois une tonalité presque érotique aux plaintes, comme on le voit dans le dit de Poissy de Christine de Pizan, où la dame regrette vraiment le corps de l'amant qu'elle décrit en détail, en parlant donc de la beauté conçue de son beau pis dans son cœur. Quand m'en souviens, j'en sus de grande douleur. Et avec cet enjambement, il me semble, qui rend sensible le passage, la force du désir se retourne d'un coup en douleur, avant qu'on revienne à la beauté donc, du corps. Et la dame de Chartier déploie aussi cette image du corps de l'autre, avec celle de la chair conjointe séparée, déchirée par la mort, parce qu'elle a perdu celui avec lequel elle ne formait qu'un seul être. C'est une sorte de guerre intérieure qui anime l'amante endeuillée entre désir et désespoir, et qui aboutit à une tentation du suicide, mais aussi à des dérèglements vraiment du corps comme de la parole. Alors, je vais prendre un exemple, donc un moment de ce passage. « Tant honoré fût-ce, ce me fut de mourir, c'est le joie. Or suis explorée sans j'avouer, en amourée pleine d'angoisse et de vains désirs qui me froissent, dont je n'ai membre qui ne croissent, ne sens que ne me déconnoissent. Ah, peu loyaux fuitis, flashs et déloyaux, qui n'amaient qu'esta et joyaux. Vous laissâtes tous les royaux et leur tournâtes les dos, et vous en retournâtes que tant soit peu n'y séjournâtes, car alors les abandonnâtes. » Donc on voit comme dans l'élan de la douleur, le souvenir de la joie au début est combiné au constat de la perte et va provoquer une sorte de gradation entre souffrance d'abord à la fois morale et physique, l'angoisse physique dans les membres qui croissent, qui crissent, la perte du sens finalement, et ça débouche sur des imprécations et la dénonciation de la chevalerie fuyarde. Et ce passage d'accusation, qui commence par l'accusation de peu loyaux, forme un nouveau moment. On le voit avec le changement de rime de la complainte, mais on pourrait aussi avoir l'impression d'une véritable rupture. Et en même temps, ça prend sens dans une sorte de montée de la tension intérieure qui d'ailleurs justifie la violence du discours où le personnage en fait ne se connaît plus. Et c'est une continuité des affects qui s'explique, il me semble, par la conception médiévale de l'émotion conjointe qu'on nomme l'ire ou le courroux, où en moyen français, ces termes ne font pas de distinction nette entre chagrin et colère, c'est un problème connu quand on traduit, et justement parce que la douleur morale extrême se manifeste d'abord comme une sorte de rage. Et la dame endeuillée, hors d'elle-même, va incarner une sorte de fureur qui légitime un discours d'invective aussi, de prise à partie, qui peut aller ensuite jusqu'à l'insulte, puisqu'elle se moque, presque une sorte d'ironie, des mauvais chevaliers qui sont prompts à la défense, mais très tardifs à la défense. Ils se vantent de leur prouesse quand ils sont ivres, et celui qui se vante, en fait, d'une bataille en apresse, c'est bien tirer son cul de presse et son euaume jeté aux besoins du royaume. Donc il y a des ruptures régistrales très nettes qui peuvent sembler outrancières ou même parfois peu vraisemblables, comme si la dame laissait paraître soudain le discours de l'auteur. Mais en fait, ces marques de rupture sont présentées comme
ce qui prouve l'authenticité de cette voix qui est comme déchirée de l'intérieur. Ce n'est pas le discours qu'on attend d'une dame, et justement, elle n'a plus vraiment d'unité. Et le narrateur témoin explicite les effets d'un tel discours. Ce n'est pas justement en termes de colère, c'est bien en termes de pathétique. Hein. Il ne peut rimoyer le cas sans larmoyer, sans douloir et sans esmoyer, c'est-à-dire être troublé, être bouleversé. Donc il y a comme une sorte de remontée des pulsions du corps, une contagion des affects dans le deuil, mais qui agit comme une force plutôt que comme un effondrement. Et deuxième point, peut-être cette intensité va imprimer une sorte de radicalité au discours qui fait comme une table rase, hein, puisque la dame, alors elle cherche des coupables, ce n'est pas une analyse des causes de la défaite d'un point de vue très réflexif. Hein. Ce qu'on peut entendre, ce sont surtout des imprécations, des excès de douleur, mais ça a une portée parce que, justement, le deuil va tout balayer. La mort injuste du bon chevalier renvoie toute l'idéologie chevaleresque courtoise à son inanité. Et elle l'affirme ensuite en disant que moins agréable lui est sa mort, c'est-à-dire elle n'est pas acceptable, elle ne peut pas l'agréer. La survie des lâches a rendu la mort du héros inacceptable. Et la dame soudain affirme, contre d'autres moments d'ailleurs où elle met la loyauté au-dessus de la vie, qu'elle aurait préféré que le chevalier vive. De fait, à quoi sert qu'il soit valeureux, hein, que sa mort soit honorable, puisqu'il n'est pas revenu? À quoi sert pour l'amour que l'amant meure? Et c'est en quoi le deuil interroge de manière fondamentale, en fait, hein, ce système. Il met en cause l'utilité même vitale du service amoureux. Ce qui apparaît de façon crue dans la fuite qu'elle dénonce, c'est ce qu'on pourrait appeler la rupture des liens de solidarité. Le bon chevalier a été abandonné par son compagnon d'armes, et la société n'a pas protégé la vie d'un de ses membres les plus importants, il est censé faire partie de la famille royale, et là, elle a failli à son devoir premier. Ça rend caduque, en fait, ce que l'expression frappante de la seconde dame dit. L'idéal chevaleresque et courtois est appelé la loi d'amour ancienne. Elle rappelle que le désir amoureux donne à l'amante la maîtrise, hein, la domination, la faculté de récompenser les bons serviteurs, mais l'expression dit qu'il est fini, ce temps-là. Cette loi n'a plus cours si elle n'est pas collective. Le héros de guerre ne revient pas auprès de la dame, donc rien n'a de sens, finalement, dans le système qui soutient la combativité par l'amour. Et ça, c'est peut-être la marque du trauma d'Azincourt, hein, où les prisonniers ont été massacrés, et donc de ce problème aussi de la guerre chevaleresque, de ces changements. Donc la forme de la complainte amoureuse, devenue déploration sur la mort, et comme traversée en fait de voies contraires, Chartier a fait de ce genre une forme ouverte, éclatée, en tonalité contradictoire. C'est pas du tout la même musique que la monotonie de la répétition qu'on attribue traditionnellement au genre. Et rattachée au deuil, la complainte est devenue aussi une sorte d'invective un peu furieuse et bouleversante. Ce qui peut étonner, c'est que la narration insiste quand même sur la séduction exercée par le personnage en deuil. Il s'agit nullement de rompre avec l'esthétique courtoise de ce point de vue, hein, et le narrateur dit « Et me merveille, vu le deuil qu'elle s'appareille, que sa grande beauté non pareille, et sa couleur fraîche et vermeille peut demeurer. » Donc le personnage échappe aux catégorisations, il demeure une sorte de merveille, c'est-à-dire questionne aussi sur le sens qu'on peut lui donner, hein, parce qu'elle peut figurer à la fois la tristesse respectable de la veuve et la séduction érotique de l'amante, portée aussi par la musique du vers. Quelque chose de la poésie amoureuse continue bien de s'exercer, donc, avec La Belle éplorée, comme un appel peut-être à la restauration des possibilités du désir, mais avec cette dimension problématique, hein, comment est-ce que c'est possible que cela demeure, et donc dans une sorte de nostalgie de ce qui est déjà perdu. Le deuxième texte qui peut peut-être éclairer justement cette recherche d'une combinaison originale des voix dans la complainte, c'est le Livre de l'Espérance, hein, cette fois ultime œuvre de Chartier, qui est écrite probablement en 1428. C'est une vision allégorique qui va permettre aussi d'expliciter ou de théoriser l'arrière-plan des représentations. Et lorsque surgit donc de l'imagination empoisonnée par mélancolie de l'auteur, la figure de désespérance, elle est décrite ainsi. La tierce est échevelée et sa robe pourfendue sur le pis, ses yeux presque mortifiés et enfoncés en sa tête, la couleur d'esteinte, un suaire sur son bras, le chevestre au col et le coustel au poing. Alors cette image, en fait, elle recourt à plusieurs modèles qu'elle reconfigure. Désespérance a un commun avec mélancolie, hein, le désordre de la coiffure, le vêtement négligé, mais les cheveux dénoués, la robe déchirée sur la poitrine appartiennent plutôt à ce qu'on peut ramener à l'allégorie de tristesse. J'en ai un exemple dans Le roman de la rose, un manuscrit du deuxième quart du XIVe siècle.
Et selon François Rouy, donc, qui a commenté l'esthétique du traité moral, incarné par Chartier selon lui, eh bien Chartier a évité ces habituelles représentations artistiques de désespoir dans cette figure, en ayant fait une sorte de combinaison, puisque pour lui, donc, le désespoir est plutôt figuré sous l'aspect d'un homme ou d'une femme qui se transperce de son épée, trait qui est en fait issu de la représentation de la colère dans la psychomachie de Prudence. Voici un manuscrit latin qui nous montre cette image. Donc le suicide de colère avec l'inscription « Ira se gladio interfecit ». Mais le coustel, donc de l'allégorie, est aussi porteur d'autres réminiscences. C'est ce qu'on voit dans le manuscrit de Yale, le manuscrit récemment retrouvé dont François Foronda a déjà parlé, qui évoque dans cette figure le suicide de Lucrèce par la posture type qui est conférée à l'allégorie. C'est un lien qui semble assez patent si on regarde quelques autres exemples. Excusez-moi, je vais rapidement, donc, pour montrer la figure de colère incarnée par le suicide de Lucrèce, donc représentée ainsi, et qu'on retrouve dans le livre des bonnes mœurs de Jacques Legrand, avec cette image pour ire de la figure de Lucrèce. Donc toute cette construction, elle dévoile en fait les références diverses que mobilise le deuil, comme un travail de synthèse qui s'opère à travers la figure de la dame éplorée. C'est une des caractéristiques aussi de la construction du personnage allégorique chez Chartier. Et dans l'histoire des émotions, finalement, tristesse et colère ne sont pas nettement distinguées. Elles sont même associées dans ce que, dans l'article qu'il a consacré à la colère, Stephen White a identifié comme une sorte de scénario qui articule l'exhibition de la douleur et la réclamation en justice. C'est un point qu'a remarqué également Yasmina Feur-Janssens, qui a, dans son étude sur la veuve en majesté, a rappelé que le courroux, c'est justement cette émotion qui s'exprime par la lamentation et par l'invective. C'est les deux en même temps. Alors tout cela nous montre aussi qu'est mobilisé tout un code en fait, d'expression des émotions. La dame en deuil n'est pas ou pas seulement à interpréter comme une figure à clé. On a essayé d'identifier qui pouvait être derrière les figures qui pleurent après Azincourt. La dame en deuil a perdu son amant de sang royal. Évidemment, là, on peut penser, il y a 4 princes de sang qui sont morts, dont les 2 frères de Jean sans peur. Donc on peut identifier peut-être aussi à l'arrière-plan des personnes réelles, mais Chartier évite de nommer directement. Il souligne même qu'il ne dira pas. Donc ce n'est pas que l'incarnation de la douleur individuelle, il y a tout un ensemble de signes qui sont à la fois visuels et sonores qui informent en profondeur cette représentation dans les discours des 4 dames. Et on ne perçoit pas forcément, je crois, d'abord cet arrière-plan. Ce qui permet de l'identifier comme tel, c'est le caractère très sériel des manifestations de la déploration dans l'ensemble des textes qui reprennent le thème du deuil amoureux, si bien que tous ces éléments font système, en quelque sorte. Alors je vais donner quelques éléments sans forcément revenir sur toutes les citations. Le dépouillement de la tenue, d'abord, qui est signalé pour les 4 dames. Elles vont nu-pieds, et la première se présente comme une pénitente qui veut aller prier la Vierge en lange, c'est le vers 812, c'est-à-dire vêtue d'une étoffe de laine assez grossière. Et la mise défaite, qui est aussi celle de mélancolie, renvoie directement aux manifestations de deuil où l'on défait son vêtement. De la dame de Chartier, il est seulement dit qu'elle mit ses 2 mains contre son chief, mais c'est encore un des gestes de la douleur, se prendre la tête à 2 mains, s'arracher aussi des cheveux. Les larmes, évidemment, coulent abondamment. La dame de Chartier a aux riants yeux les larmes, où on retrouve à la fois les yeux riants de la belle et les larmes de la veuve. Et contrairement aux amantes malheureuses de Machaut ou de Christine de Pisan qui tentent de dissimuler leur chagrin, ces torrents de larmes, en fait, apparaissent vraiment comme exhibés presque, et elles sont considérées avec... presque avec distance dans la suite des œuvres dont je voulais vous parler. Dans l'Outré d'amour de Châtelain, par exemple, où le chevalier outré, comme son nom l'indique, est aussi une figure de l'excès, ça veut dire qu'il est blessé, mais aussi qu'il est excessif dans sa douleur. Il compare son cœur à un pot-qui-bout qui verse sa liqueur, et lors rendoué larmes une mer, donc une mer de larmes. Et dans les versions masculines de la déploration, ce qui apparaît aussi, c'est le fait de se dessécher, image qu'on retrouve dans la complainte d'Alain Chartier, sur la mort de sa dame, comme arbre sec qui sur le pied se dresse. Voilà l'ami en deuil, comme dans l'Outré d'amour, l'amant sèche sur terre comme un jonc. On peut citer encore le geste d'étreindre le corps défunt, ou le tombeau, dans le dit de Châtelain, celui de détordre ses mains, comme dans l'Outré d'amour. L'ami halait ses mains étreignant, et puis l'évanouissement, le chevalier outré du visage contre terre se laissa chevoir, la dame en deuil est comme pâmée. Dans le livre des 4 dames, la seconde s'évanouit à force de transport. Et de même, la dame du dit de Poissy se lamente avec tant de véhémence qu'elle manque de tomber de cheval.
Le désir de mort, qui est souvent répété dans les discours, se manifeste vraiment par la mise à l'écart aussi volontaire. La solitude recherchée, c'est une mise en scène récurrente dans les débats. L'autrice-narratrice délaisse la fête dans le débat de deux amants de Christine de Pisan. La dame du dit de Poissy s'écarte du groupe pour pleurer. Les quatre dames vont chacune seulette, comme dans l'Outré d'amour où chacun fuyait pleurant à part, l'un ça et l'autre une autre part. Et les textes cumulent ces signes. Je vais en donner donc un exemple dans l'Outré d'amour. Mais aie mon droit de vivre en deuil, de porter noir, de baisser l'œil et de noyer mon corps en larmes, et entre les dolentes armes, crier merci de tout adieu, disant adieu, amour, adieu. Et on a déjà tout dans la complainte de Chartier, en quelque sorte. J'ouïs les autres chanter et je me plains, ils vont dansant et je détords mes mains, ils festoient et je tout seul remains, j'ai fait leur tour, maintenant les défaits. Plus voué jouer et tant mais jouis moins, tous mes plaisirs sont de larmes éteints, le noir me plaît car mon cœur en est un, de teinture qu'il ne faudra jamais. Donc dans la forme souple de la complainte va se déployer ainsi toute une sorte de polyphonie de la désespérance, mais celle-ci me semble vraiment ancrée dans une certaine conception de ce qu'est la douleur du deuil, où finalement l'énergie du désir s'exprime tout en se retournant contre la personne elle-même, c'est l'image de la colère. Et cette représentation peut s'analyser, certes d'une part, comme une sorte de fureur de la douleur individuelle, mais la récurrence de ces gestes, leur caractère codifié, montre qu'ils répondent en fait aussi à un rite très ancien de déploration, des performances socialement construites de la douleur. On ne trouve pas toujours des gestes hyperboliques comme la lacération des vêtements, où on s'arrache les cheveux, la barbe, où on déchire ses joues avec les ongles, qu'on peut trouver dans le deuil, par exemple, dans La mort, le roi Arthur. Mais il s'agit bien quand même de manifestations rituelles de deuil. Et ça ne signifie pas que ce soit de convention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que c'est l'expression de la douleur telle qu'elle est codifiée, telle qu'elle est pensée, comme une situation ritualisée de la vie sociale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que les larmes des amantes endeuillées ne sont pas, ou en tout cas ne sont plus, dans l'œuvre de Chartier, des affaires privées, mais relèvent vraiment d'une parole publique, voire d'une performance, ce qui donne une autre portée, il me semble, au cœur des femmes inconsolables. On ne les entend pas, en fait, de la même manière si on les met en rapport, il me semble, avec ces rituels funéraires dans lesquels les voix des femmes portent aussi la douleur collective. Car le deuil est-il qu'une affaire de femmes ? Dans les rituels funéraires, il semble qu'on doive distinguer de fait entre ce qui ressort des prescriptions de l'Église et la réalité des pratiques. En tout cas, c'est ce que fait Daniel Alexandre Bidon, qui s'oppose à l'idée d'une mort médiévale paisible et vécue comme naturelle, dont les traits avaient été dessinés par Philippe Ariès dans les essais sur l'histoire de la mort en Occident, et dans son enquête sur les gestes et expressions du deuil, dans cet ouvrage, donc À réveiller les morts, elle note que les gestes prohibés sont décrits quand même dans les descriptifs de funérailles ou les interdits pénitentiels, se tirer les cheveux, se frapper la poitrine, écarter les bras en croix, lever les bras au ciel. Il y a presque une séquence modèle de comportement, dit-elle, pâmoison, geste de se frapper les paumes des mains, pleurs, embrassement du corps, et puis manifestation durable, dit-elle, celle qui marque les survivants dans leur chair, lacération du visage ou de la poitrine. Et ces signes, où on peut voir une excessive douleur, sont compris aussi comme une manière pour un endeuillé d'inscrire la mort dans son propre corps, de marquer sa présence vécue intimement, de paraître enseveli avec le mort. C'est une citation du Rationnel des divins offices de Guillaume Durand. Donc, exprimer sa douleur, c'est remplir cette fonction presque liturgique de la tristesse. Ces manifestations font partie des devoirs des survivants pour perpétuer la mémoire des disparus. C'est ainsi que se présente la narratrice du débat de deux amants de Christine de Pisan. Et moi, en qui tout ennui et remède, depuis le jour que mort de trop dur même au servi, dont je n'aurais jamais ces choses voir, plaisir joyeux au monde, un serait noir, pensée Hadès pour la dure mémoire de si le que je porte en ma mémoire, sans nul oubli, dont l'esprit soit au ciel établi, qui seulette me laissa, n'entroubli ne fait mon deuil, ou que soit affaibli en nulle guise, fût-ce un banc en celui lieu assise. Au milieu de la fête, donc, la veuve est un sujet qui est pris dans un autre temps que le temps social. C'est ce que manifeste cette rime équivoque aussi sur mémoire, qui fige dans la répétition et dans la négation de l'oubli. Et le vêtement noir va être aussi un signe répété, un voile est jeté sur le corps qui signale un sujet qui est en retrait. Paradoxalement, c'est l'amour de la dame qui lui vaut d'être ainsi, au moins provisoirement exclue de l'économie du désir. Elle est comme vouée à l'image en elle d'un absent, autre manière donc d'incarner l'amour érotique malgré tout.
Il y a de ce point de vue peut-être aussi un effacement, un dépassement des genres dans le deuil, tel qu'il est pensé, comme un corps endeuillé qui est investi d'une forme de sacralité au moment où se joue cette rituelle dégradation symbolique de la chair, où on mime la description du corps. Et il y a une sorte d'égalisation du féminin et du masculin, à en croire Daniel Alexandre Bidon. L'expression vive de la douleur ne sépare pas les sexes, contrairement à ce que peut-être l'Église a demandé, ou ce que les prescriptions exigeaient. Et s'il semble plus licite pour une femme de se laisser aller à une plainte dont les excès peuvent être condamnés comme des outrances, la douleur qui va s'exprimer par le corps et la voix de la dame est bien celle que requiert la collectivité. Et elle permet peut-être en cela de dépasser l'idée d'une voix uniquement féminine. Le deuil voue la veuve aussi à un espace-temps autre et permet peut-être de définir en dehors de l'existence sociale un lieu où soit neutralisé par cette pensée de la mort commune, des oppositions de genre. Un lieu donc d'où puisse surgir aussi une parole féminine acceptable. Et le statut de veuve a ainsi été, pour Christine de Pisan, une manière d'asseoir une autorité possible en tant que femme, sous la figure de l'épouse endeuillée chaste, seulette et à part, qui est consubstantielle à sa persona d'auteur. Et c'est le second point que je voudrais souligner ici, le deuil amoureux autorise en un sens la parole féminine publique, lui confère le statut d'une expression légitime ou au moins tolérée, et ce bien avant le XVe siècle. L'investigation de Yasmina Feur-Janssens dans les histoires dites des héroïnes persécutées, jusqu'au XIVe siècle, elle l'a montré, montre donc que le deuil féminin fait l'objet d'une valorisation ambivalente, qui peut être condamnée comme folie, mais il est aussi une attente sociale et religieuse. Et donc, dans La Veuve en Majesté, elle y voit le principe de parcours de transformation héroïque au féminin, toute une tradition qui inscrit finalement la voix de Christine de Pisan, et peut-être on peut ajouter aussi celle des Dames de Chartier, comme de Chartier lui-même, dans la longue durée d'une tradition où la lamentation est le point d'ancrage d'une prise de parole critique, parce qu'elle sert aussi à justifier ce qui, dans la parole, transgresse l'ordre. La fureur obligatoire du deuil autorise l'excès ponctuel du discours et la manière dont il échappe peut-être au code habituel. Et c'est ce que manifeste notamment les lamentations sur le mot de la France de Christine de Pisan, du 23 août 1410, alors que la guerre civile menace. C'est une sorte de mise en garde passionnée qui contredit, selon Margaret Zimmermann, tous les discours prescrivant des comportements aux femmes. Mais c'est précisément de la complainte amoureuse, depuis cela, que Christine de Pisan tire ce droit à intervenir dans le débat public. Et la lamentation commence comme cela, d'une manière qu'on reconnaît bien, donc, il me semble. Cela tapard et estreignant à grand-peine les larmes qui m'a vue trouble, et comme fontaine afflue sur mon visage, tant qu'avoir pu s'espace d'écrire cette lasse complainte, dont la pitié de l'éminent Méchief me fait d'amères gouttes effacer l'écriture. Elle s'autorise aussi certainement, ici, l'autrice s'autorise certainement aussi de modèles bibliques de la lamentation, en particulier d'une référence qu'on trouve explicitement, par exemple dans l'épître lamentable de Philippe de Mézières sur Nicopolis. Il y a tout un article de Sébastien Casalas qui est consacré à cette écriture de la lamentation aussi chez Juvénal des Ursins. Et donc cette référence, ce sont les lamentations de Jérémie, qui confèrent aussi une efficacité particulière à la voix féminine, puisque dans la Bible, la ville de Jérusalem vaincue est personnifiée en femme endeuillée, elle aussi un peu seulette à part. Alors, je vais citer seulement la traduction ici. Comment elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant astreinte à la corvée, au tribut. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Donc, quand l'amante endeuillée pleure, c'est cette conception, peut-être tout cet imaginaire visuel et sonore du deuil qu'on peut remobiliser, et on est bien loin des larmes étouffées. C'est plutôt un cri déchirant qu'il faut entendre, si on doit l'entendre, un cri qui ne peut pas du tout laisser indifférent. Et dans le livre de Jérémie, l'image est très forte, puisque c'est l'image de la femme en travail, le cri, une angoisse comme celle d'une femme qui est en travail de son premier-né, qui est entendue dans les lamentations de la fille de Sion. Alors je me suis demandé pourquoi on n'entend pas forcément cette violence de la douleur, quand pourtant elle y est, quand on lit toutes ces complaintes des amants et des amantes. D'abord peut-être que parce que pour nous, le deuil s'est intériorisé, on le considère avant tout comme un processus intime, intérieur, et on a du mal peut-être à penser sa portée politique de ce point de vue-là. C'est ce déplacement qui déjà peut-être s'est effectué au XVe siècle, où justement le deuil semble avoir eu une résonance peut-être particulièrement violente.
À en croire donc toujours Daniel-Alexandre Bidon, l'Église s'était opposée aux manifestations publiques de la douleur, qui était aussi un signe de manque de foi dans la justice divine. Et gesticulations, cris et attroupements peuvent aussi avoir été interdits, selon Didier Lett, dans les statuts communaux italiens dès la fin du XIIIe siècle. Daniel-Alexandre Bidon remarque en particulier que les clercs ont certainement gagné la partie, dit-elle, lorsque s'impose le vêtement de deuil qui ensevelit le corps sous un long manteau. Et elle dit la retenue des hommes et des clercs tend à se substituer à l'exacerbation des passions féminines. C'est la figure du deuillant qu'on voit apparaître dans l'iconographie et la statuaire des tombeaux de la seconde moitié du XVe siècle, dont l'historien de l'art Robert Marcoux a étudié le développement. C'est ce manteau de deuil qu'on retrouve dans les deuillants de Jean de Berry, dans ceux du tombeau de Philippe le Hardy également. Celui que j'aimerais voir aussi dans le manteau de mélancolie qui enveloppe le narrateur du livre de l'Espérance. Le deuil, donc, est devenu peut-être une affaire d'homme, et le poète peut occuper cette place traditionnellement féminine. Mais on ne saurait pas mieux signifier peut-être que le deuil féminin faisait désordre. C'était bien cela pourtant qui se présentait dans les modèles au début du XVe siècle et auparavant. L'iconographie de la descente de croix ou des lamentations sur le corps de Jésus semble assez éloquente de ce point de vue. Certes, la Vierge est un paradigme de la douleur face à la mort, la détresse de la mère, cependant, reste souvent mesurée. Mais les signes du deuil sont portés par Madeleine, Marie-Madeleine. On dit encore pleurer comme une Madeleine. Et on peut en voir un exemple dans cette fresque du XIVe siècle, où on remarque aussi la multiplication de ces figures avec la mise en série de gestes de deuil féminin, embrassement du corps, lacération du visage, et puis paumes levées, cheveux dénoués et tirés à deux mains. Donc c'est là la fresque de Pietro Lorenzetti, qui est analysée par Amélie Bernasani dans son étude sur les lamentations italiennes. Et on le retrouve par exemple dans cette mise au tombeau de Simone Martini, où on voit bien cette représentation du deuil féminin avec la multiplication des figures de femmes, l'une levant les bras au ciel, l'autre tirant ses cheveux, l'autre détordant ses mains, si je reprends l'expression. Donc les excès supposés du deuil féminin pouvaient quand même aussi se penser comme un modèle de comportement, même si c'est dans l'ambivalence, et y compris parce que c'est, avec Marie-Madeleine, une figure d'amante qui est proposée. Donc, si l'on pense cet arrière-plan du deuil, il y aurait aussi une configuration déstabilisante dans la douleur féminine qui s'exhibe en échappant au contrôle social, en portant une parole un peu furieuse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait désordre, peut-être au point d'interroger la communauté? Dans l'étude qu'il a consacrée à ce geste de la lamentation, à la figure de celle qu'il appelle Ninfa Dolorosa, Georges Didier Huberman a retracé la longue durée de cette formule de pathos qui avait fasciné aussi Aby Warburg. Et sa réflexion, alors qui passe là plutôt par les lectures de la tragédie par Nietzsche, par Walter Benjamin, et notamment autour de la figure d'Antigone, articule de manière précise cette représentation du deuil à une exigence fondamentale de justice. C'est ce qu'on entend dans l'expression « porter plainte ». Et la déploration face à la mort lui semble inséparable d'une question, une révolte, du scandale métaphysique que suscite la mort d'un être aimé, ce qui fait que le deuil conjoint l'abattement de la douleur et le soulèvement du corps, soulèvement qui est aussi collectif dans ces représentations médiévales des lamentations de groupe, notamment ici autour du Christ. Il y a un mouvement où on dépose le Christ et un mouvement qui soulève tous les corps. Et par exemple, dans le très spectaculaire Compianto de Niccolò dell'Arca, qui est daté de 1463, donc à Bologne, et on voit que les femmes qui pleurent exhibent vraiment une blessure laissée dans leur corps, mais aussi dans le corps social, par la mort injuste. Ce cri féminin a quelque chose de presque insupportable, de très violent, ce qui est dans l'image de Marie-Madeleine, tout à droite. Et il exige réparation. Il peut entraîner après lui, d'ailleurs, la violence, l'émeute. Et si Georges Didier Huberman met en avant cette haute compréhension de la lamentation féminine, c'est que lui remonte dans le temps à partir de cette photographie de Georges Mérillon, prise en 1990, qui montre une veillée funèbre au Kosovo. C'est celle qui apparaît sur la couverture du livre, qui a fait polémique en son temps, en raison précisément, certainement, de l'indéniable force pathétique qu'elle exerce. Et il retrace donc toute une histoire continuée de la plainte funèbre, qui est aussi fondamentalement un champ de protestation dans les sociétés euro-méditerranéennes. Alors avec cet arrière-plan, donc, revenons aux dames plaintives du XVe siècle, et il me semble qu'on peut saisir davantage leur force publique d'effraction,
puisque les plaintes tiennent en fait vraiment du cri. C'est ce qu'on entend d'abord peut-être dans les lamentations de la dame du dit de Poissy, qui dénonce le voyage mauvais de Hongrie, là où périt tant de chevalerie, et Turquie, puisses être péris long et travers, qui fit aller le comte de Nevers en ton pays déloyal et divers, à qui fortune alla trop à revers, à celle foi, où moururent tant de vaillants François, et d'autres gens bons, gentils et courtois, dont le dommage et fut de grève poids et trop grevable. On voit bien que les effets de la répétition sonore, qui sont créés ici par toutes les rimes riches internes sur le « i », dans « péri, Turquie, pays », ce qui évoque évidemment Nicopolis aussi, qui n'est pas nommé dans le texte, accompagne une sorte de malédiction, d'imprécation contre les pays étrangers, mais avec un second mouvement qui va contrecarrer le premier, ce que suggèrent les termes divers, travers, revers. Et la narratrice en revient au français, au présent, et au ton de la déploration, du chagrin, avec le griffe et le grevable, qui rend cette obsession douloureuse du discours de la dame. Donc on voit que le principe même de l'écriture de la déploration repose justement sur ce mouvement circulaire dans lequel l'expression est comme prisonnière, où on entend à la fois la voix malheureuse, mais aussi l'énergie. Et on rend sensible à une lutte entre deux tendances qui forment cette tension fondamentale de la voix endeuillée, la pulsation poétique de la complainte, avec ce premier cri « Ah, voyage mauvais de Hongrie !» et cette retombée à la fin dans le grevable, donc ce qui est le principe du deuil. Mais c'est quand même une énergie qui irrigue aussi la parole politique, et quand en 1410, dans les Lamentations sur les maux de France, Christine de Pizan va en appeler à l'intervention des femmes, elle requiert leur lamentation. Pleurez donc, pleurez, battant les paumes à grands cris, si que fit en cas pareil jadis la dolente Argine et les dames d'Arge, damoiselles et femmes du royaume de France, car jas sont aiguisés les glaives qui vous rendront veuves et dénuées d'enfants et de parents. Et puis à l'intention de la reine, dors-tu, Hadès ? Et lorsqu'elle demande au duc de Berry d'intervenir, si t'en viens à Paris, en la cité de ton père où tu naquis, qui à toi crie en larmes, soupire et pleure et te demande et requiert. Et enfin, dans la fin de la lettre, elle se présente comme « Moi, pauvre voix criant en ce royaume, désireuse de paix et du bien de vous tous, votre servante Christine. » Donc c'est un cri, il exige une action à l'impératif, il interpelle des acteurs politiques en mettant en scène une détresse qui, au-delà de la détresse individuelle, est celle d'une population dans cette pauvre voix. Les quatre dames de Chartier, en plus, forment un chœur, ce qui est assez flagrant dans le frontispice du manuscrit de Londres du début du XVe siècle, où elles font corps, ou presque, comme si elles étaient que les déclinaisons d'une même figure. Et la première dame manifeste, certes d'abord un aspect subversif de la mémoire endeuillée par ses imprécations. Elles vont jusqu'à l'insulte, jusqu'à dire que ceux qui sont à honte revenus sont de la merdaille, mais la remémoration de l'amour perdu apparaît aussi comme une sorte de processus actif qui galvanise la parole avec des violences qui vont susciter en même temps des paroles d'apaisement par le narrateur. Alors il lui conseille de se garder d'offense et de s'aviser avec ces dames devisées, lui dit-il, et ensemble à confort visé, croyez-moi et vous ravisez. Donc le deuil apparaît aussi comme un premier moment de fureur qui d'abord offense, qui porte vraiment atteinte à la dignité des autres, qui est le point de départ quand même d'un processus de parole que le débat entre les quatre femmes va actualiser pour déplier le problème progressivement jusqu'à faire entendre, dans un discours contraire, après la dame dont l'ami est prisonnier, après la dame qui ne sait pas si son ami est mort ou prisonnier, celle qui aimait un des chevaliers fuyards et qui porte le fardeau de la honte, ce qui oblige ainsi à mesurer différemment les accusations et à réintégrer même cette figure. Et la force de ce texte est ainsi, il me semble, de faire émerger, à partir du cri de révolte initial de la dame en deuil, dans l'échange entre les quatre femmes, qui prend une tournure progressivement plus maîtrisée, et bien ce mouvement même de consolation peut-être, de la discussion sur les actions possibles, au moment peut-être de demander un jugement. On voit qu'on passe, c'est même une question de justice, même si c'est un jugement amoureux, le narrateur ira demander laquelle est la plus malheureuse à celle que lui aime aussi vainement. Donc ce mouvement d'apaisement, il me semble, montre que le deuil, quand même, est au principe d'un travail de relèvement que thématise le geste du narrateur auprès de la seconde dame tombée en pâmoison. Il parvient à lui faire reprendre ses esprits en lui présentant une branche d'églantier qui la ranime, et il va déployer alors tout un discours sur la nature de l'amour qui blesse par l'aiguillon du désir,
tout en dispensant ses douceurs, car on que raison ne nature ne firent douceur sans pointure. C'est la fin de la citation ici. Et donc, quand la dame sent le rameau d'églantier, quand l'odeur la poignant au cœur, elle alla empoignant le rein qui tant estait poignant et se sourdit ainsi comme un homme assourdi de pamoison à l'étourdi. Donc l'image de l'aiguillon d'amour apparaît alors comme ce qui fait se ressaisir le corps, se redresser. Et ce processus de relèvement apparaît également dans le livre de l'Espérance grâce à l'intervention de Nature, qui ranime l'entendement de l'acteur qui était effrayé par désespérance. Et Nature, toute faible et abattue par mélancolie et par douleur, se print à frémir et hérisser contre la terrible frayeur de la mort, comme celle qui ne peut souffrir ne veut voir la violente destruction de son ouvrage, mais toujours rappareille et soutient en être de son pouvoir ce que fortune, maladie ou l'élémentaire contrariété y défait pour nous faire durer notre droit période. Si s'évertua tellement et esmut toutes ses veines, ses nerfs et ses astérisques, spondies et muscules, que par son ébranler et débattre, elle éveilla entendement, qui coste-moi sommeillait, et le bouta si vertueusement qu'en sursaut, il se leva, ses yeux à peine demi-ouverts, et la parole tremblant et beauboyant, et se print à guermanter. Et donc chez Chartier, il semble qu'il y a à entendre dans la voix féminine endeuillée une voix qui dit la nature et la nature de l'amour, qui repousse la mort, qui refuse la déliaison qu'elle introduit. Toute la déploration des dames malheureuses repose aussi sur cette représentation à la fois d'une séparation insupportable, qu'est la rupture du lien d'amour, qui avait fait de deux êtres un seul, qui fait que tout est à commun dans le vers 573. Eh bien, donc cette séparation insupportable, en cela, il y a forcément une faillite qui demande réparation, mais il y a aussi le soulèvement contraire, celui de la révolte du désir face à la mort, la nature de l'amour étant de créer du lien, sorte de principe vital naturel qui rappareille le corps. Et on a l'impression que c'est une sorte d'électrochoc ici, qui ranime tout d'un coup l'entendement. C'est en quoi certainement la voix endeuillée interroge aussi le sens de la communauté, puisque s'affirme dans le cri une demande de justice, mais pas seulement pour désigner un ennemi à poursuivre, plutôt pour réaffirmer la solidarité première qui joue au fondement du groupe et de l'individu. Ça reste une parole d'amour, en fait. Et le débat est ainsi une voie pour la consolation, peut-être davantage. Alors on peut concevoir donc, et j'en viens à ma conclusion, que paradoxalement, la lamentation réveille la solidarité, parce qu'il faut entendre peut-être plutôt comme un cri ici, et voir des gestes qui font partie de rituels d'exposition de la douleur, où vont s'exhiber le trouble profond, le scandale que suscite la mort. Et dans ce cadre, trouve à se dire une parole féminine vindicative et indignée, transgressive peut-être, autorisée au moins pour un temps, et qui dessine une place que peut aussi occuper le poète. Et il me semble que cette lamentation particulière, elle s'articule à cette conception du deuil, que j'ai essayé de montrer, enfin, après d'autres, qui ne sépare pas la tristesse et la colère, qui ne sépare pas la tristesse du soulèvement de révolte que cause le sentiment d'avoir subi une blessure. C'est l'énergie du désespoir, et spécifiquement celle du désespoir amoureux. Et cette émotion conjointe possède une force de réveil, de soubresaut, qui tient à cette force pathétique du cri qui émane du plus profond d'un individu, depuis le désir qui le lie intimement dans son corps à un autre être. Reste, il me semble chez Chartier, une interrogation sur la puissance à double tranchant de cette révolte devant la mort. Elle a une puissance de saisissement, mais tout dépend ce qu'on en fait. Et alors je reprends ici les mots de Georges Didier Berman. Il revient souvent aux arts de rendre émancipateurs nos propres gestes de deuil, de transformer nos accablements en soulèvements. Et il semble que dans l'arc immense de cette mémoire gestuelle, la Pietà du Kosovo et les images équivalentes tirent leur force de montrer en même temps plusieurs phases de la dialectique qui s'instaure entre l'abattement ou l'effondrement de la tristesse et le soulèvement que manifeste l'énergie du deuil. Il me semble que c'est ce qu'on voit dans le déploiement des 4 dames. Dans les représentations d'Alain Chartier, au cri déchirant répond, ou devrait répondre, la pitié naturelle, le désir de relier, de réparer ce qui se défait. Il fait appel à la force même de l'amour, conçue comme presque le sens d'attraction première des corps, de principe vital. C'est cette solidarité fondamentale que requiert France de ses enfants dans le quadrilogue invectif. Et c'est la force de la plainte féminine
que de demeurer lié quand même à la demande d'amour, car dans la violence de la douleur, la dame jette aussi des imprécations contre les coupables et elle réclame vengeance. Sans doute qu'on ne peut pas, malgré le soin que prend Chartier pour qu'on ne puisse pas reconnaître une personne réelle exactement, est-ce qu'on ne peut pas ne pas penser à ce que signifie le deuil d'une veuve après le meurtre du duc d'Orléans en 1407 et la demande de justice que porte Valentine Visconti, où on peut aussi entendre une mémoire vindicative et le point de départ d'un cycle de vengeance. Quelque chose doit s'articuler à partir de la douleur véhémente du cri qui exige réparation, mais dans un sens, il reste quand même en suspens. Et on en comprend aussi la puissance de déstabilisation à la lumière des réflexions contemporaines, notamment de celle de Judith Butler, dans un livre dont le titre est très révélateur, en français « Vie précaire, les pouvoirs du deuil et de la violence après le 11 septembre », où elle requiert que nous nous demandions ce qui politiquement peut être fait de la douleur du deuil, hormis un cri de guerre. Et l'autre réponse serait, d'après elle, celui justement de la solidarité. Beaucoup de gens pensent que la douleur du deuil relève de la sphère privée, qu'elle nous renvoie à une situation d'isolement et a par conséquent un effet dépolitisant. Je pense au contraire qu'elle induit en nous le sens d'une communauté politique d'un genre complexe et qu'elle le fait avant tout en mettant en évidence les attaches relationnelles qui déterminent la façon dont nous pouvons penser notre dépendance fondamentale et notre responsabilité éthique. Merci. Merci beaucoup, chère Laetitia. C'est exactement ce qu'on pouvait espérer de mieux de cette étude précise de la poésie du deuil, c'est-à-dire mettre à jour et faire résonner jusqu'à nous encore cette puissance d'effraction, cette énergie politique, le fait que, voilà, reprenant Georges Dudy-Ebermann et sa notion de soulèvement, eh bien, le deuil, pourvu qu'il ne soit pas effectivement dépolitisé par un enfermement dans l'intime, est aussi celui, pour reprendre le titre d'un autre de ses livres, « Peuple en armes, peuple en larmes », celui effectivement de la puissance vindicative de la complainte. Mais évidemment, c'est plus intéressant de terminer, comme tu viens de le faire, par Judith Butler, parce que d'une certaine manière, on voit bien comment, depuis le Moyen-Âge, cette question de la puissance politique du deuil féminin trouve à se relancer. Bien entendu, j'aurais plein de questions à te poser, mais on le fera après, et en particulier cette question de l'allégorie, puisque tu as aussi étudié dans ton travail sur le théâtre médiéval, la façon dont, au fond, aucun personnage ne pouvait être strictement limité à son allégorie, parce que dans la poésie du XVIe siècle, on n'a pas parlé ensemble, dans le lamento italien, par exemple, à partir du moment où il atteint et sa forme musicale et sa forme allégorique la plus évidente lors des guerres d'Italie, où toute veuve éplorée est l'Italie outragée. En même temps, ce que tu as montré dans ton travail sur le théâtre médiéval, c'est qu'il y a toujours, le corps perce toujours sous l'allégorie et qu'il n'y a pas possibilité, y compris pour l'analyse, de le laisser dans son ciel éthéré. Il y a toujours derrière peut-être des personnes réelles, des veuves de chair, des contextes politiques, celui évidemment des assassinats de cette saison mauvaise de la violence politique du XIVe et XVe siècle, et puis aussi au-delà, oui, tu dis des solidarités, c'est-à-dire des peuples en lutte pour la conscience politique. Donc tout ça, effectivement, ça va donner l'occasion, je crois, d'une discussion générale. Mais auparavant, sans tarder, j'aimerais donner la parole à Daisy Delogu, qui donc a été sollicitée comme autrice de textes de référence sur ce sujet, mais qui, sur ces questions-là, et notamment sur la question effectivement de l'allégorie politique et aussi des métaphores corporelles, a bien des choses à nous dire.
Je te remercie d'abord pour cette conférence vraiment passionnante, riche de lectures fines et convaincantes. Donc je reviens d'abord... on n'entend pas? Ah bon. D'accord, j'en ai deux. Bon. Là, vous m'entendez? Oui? OK. Donc, je rappelle les titres en fait, du cours et du séminaire « Politique de l'amour et littérature du réveil » pour une histoire médiévale de la conscience politique. Et donc, je voudrais commencer, moi, avec d'abord cette image qui provient du roman de la Rose, de manuscrit qui est actuellement en fait, à l'Université de Chicago, et qui est un exemplaire de luxe, comme vous voyez, mais on ne sait pas en fait pour qui ce manuscrit fut fait. Il était fabriqué, confectionné vers 1380. Donc c'est vraiment pleinement au milieu de la période qui nous intéresse ici. Et la raison pour laquelle je le choisis, c'est que c'est le seul frontispice, à ma connaissance, qui met en scène un roi. À la place du songeur, poète, rêveur. Et donc, nous avons, voici un roi alité, endormi. C'était la figure dont on avait entendu parler dans d'autres séances précédentes. Et avec, à côté de lui, un poète, un acteur en train d'écrire. Donc, cette image souligne, entre autres, les liens entre la pensée amoureuse et la pensée politique et nous invite à nous interroger sur les rapports entre ces domaines imbriqués l'un dans l'autre. Donc, je vais mettre en conversation avec les textes que tu as choisis, principalement le Pastorale. Texte dont un des intervenants précédents, Joël Blanchard, est un grand spécialiste. Donc, c'est un texte bourguignon qui date de 1424, texte anonyme. Et je vais citer une partie de la rubrique qui introduit ce texte. Donc, cet présent livre est fait principalement à l'honneur et louange de très noble et très excellent prince Jean, duc de Bourgogne, comte de Flandre et d'Artois, qui en son temps fut moult preux et vaillant, et tant loyalement aima le roi Charles VI, le royaume et le bien de la chose publique, qu'en la fin en mourut. Donc, ce texte m'a tout de suite et toujours rappelé les épitaphes qui se lisent dans les cimetières d'amour, dont a parlé par exemple Helen Swift dans son ouvrage Representing the Dead, Epitaph Fictions in Late Medieval France. Et toi, tu as parlé de la forme. Donc, c'est une forme qui fait écho, en fait, à la littérature courtoise, mais qui met le duc de Bourgogne à la place de qui meurt finalement d'amour. Ce sont les amants exemplaires, les amants malheureux, ce qui donne de quoi penser. Et qu'est-ce que Jean aime? Il aime le roi, le royaume et la chose publique. Et de quoi est-ce qu'il meurt? Pour l'instant, on est supposé ne pas savoir. Quand il s'agit des cimetières d'amour, c'est de la douleur. Mais bon, cela montre en fait cette imbrication des modèles qui s'entreparlent. Et ensuite, la mort du personnage de Léonie à la fin du Pastorale va provoquer ensuite encore le deuil et les pleurs des autres. Donc, il y a une sorte d'enchaînement de mort, de douleur. Nous avons parlé, ou vous avez parlé en fait dans la séance précédente, du réveil comme prise de conscience. C'était l'expression de Ugo Bizzarri. Mais conscience, Patrick Boucheron a ajouté de la trahison, de la déception. Donc Laetitia aujourd'hui nous a parlé de Jérusalem qui pleure la trahison de ses amis, devenus ses ennemis. Et ceci est le cas également pour le personnage de Léonie, tué dans le Pastorale, dans un guet-apens auquel a attiré un personnage qu'il avait nourri. Donc je reviens à ce que moi j'avais compris comme sa thèse principale, qui est la déploration féminine constitue une revendication politique et demande un relèvement. Et donc, je dis d'abord, je suis totalement persuadée par ton analyse d'abord, et je voudrais en fait utiliser cette idée pour structurer ce que je vais t'en dire.
Donc, je m'appuie sur les éléments de déploration et puis peut-être au sens plus large, les émotions et les affects. Le genre dans le sens de gender, donc pas maintenant de genre littéraire, et les processus, les mécanismes du relèvement. Donc, tu as montré que le deuil est à la fois intime, individuel, mais aussi partagé et collectif, et qu'il opère justement entre les deux, vraiment sur le seuil même de ces deux. Donc, je voudrais citer 2 philosophes. Donc, toi, tu as déjà cité un, c'est Judith Butler. On peut peut-être revenir à la citation que tu as montrée, parce que moi, je m'appuie sur la même. Et je souligne ici, notamment, la présence de communautés politiques et aussi les attaches relationnelles. Ce sont 2 aspects importants, à mon sens, de sa pensée. Je voudrais citer aussi le philosophe canadien Brian Massumi, qui, s'inspirant de Spinoza, définit l'affect comme le pouvoir de affecter et d'être affecté. Je cite donc Brian Massumi, d'abord en anglais. « Affect overspills the individual, tying its capacities to its relational entanglement with others and the outside. » Donc, l'affect déborde l'individu, reliant ses capacités à son enchevêtrement relationnel aux autres et avec l'extérieur. Donc, nous revoyons cet aspect relationnel, les liens entre l'individu et la collectivité et le monde extérieur et la chose publique. Donc, pour ces 2 penseurs, l'affect serait fondamentalement politique. En fait, au fond. Donc, question pour plus tard. Suivant donc la pensée de Butler, de Massumi, de Didi Huberman, quand nous réfléchissons aux dimensions relationnelles des émotions, à ton avis, y a-t-il une spécificité de la douleur? Parce que tu l'as distingué en fait du chagrin, de la colère. Donc, y a-t-il quelque chose de propre à la douleur qui la rend puissante d'une manière qui la distingue finalement des autres possibilités émotionnelles. Donc, tu as parlé aussi du fait que le poète incarne le corps endeuillé. Et tu as cité le passage des Lamentations sur les mots de la France de Christine, là où elle pleure et elle a les larmes qui tombent sur son papier, qui effacent son écriture. Et donc, je t'offre une autre citation parallèle du Pastoralet. Donc, à la fin de l'ouvrage, après l'assassinat du personnage de Léoné, le narrateur dit: pour l'assassinat, mon cœur souspirait et des yeux larmes dégoûtées sur mon papier que tout gastué, si me convient laisser l'escrire. Donc nous avons 2 exemples très semblables finalement qui mettent en scène une affectivité dans ce cas-là masculine. Il faut dire que dans le Pastoralet, la plupart des scènes de lamentation sont parmi les hommes, les chevaliers. Et donc, deuxième question, peut-être pour plus tard, serait y a-t-il une force ou est-ce qu'il y a quelque chose, ou qu'est-ce qui distingue la douleur féminine de la douleur de la lamentation masculine? Et tu as parlé en fait, c'est peut-être une piste, tu as parlé de l'ordre et du désordre. Et donc, je ne sais pas s'il serait possible, souhaitable, je ne sais pas, d'associer en fait le désordre avec la douleur féminine et la remise à l'ordre avec la lamentation masculine. Je ne sais pas, je la pose comme question, mais bon, on peut en parler. Et donc maintenant, je viens et je termine avec l'idée de relèvement. Tu as montré les capacités du deuil de provoquer une prise de conscience, mais aussi d'exiger de l'action. Donc, pleurer à l'impératif, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc, les pleurs s'opposent à un retour au status quo, qui en tout cas n'est plus accessible, parce que ce status a été transformé de manière irrétrouvable par la mort. Les pleurs du narrateur du Pastoralet marquent, à la fin du texte, un moment d'excès affectif qui met fin à l'œuvre
mais qui ouvre la voie à une rencontre potentiellement transformative des lecteurs vis-à-vis du texte et dont les conséquences pourraient peut-être se ressentir dans le monde vécu. Donc je retrace un peu les mécanismes qu'emploie l'auteur du Pastorale pour provoquer peut-être cette transformation affective, politique, sociale. Donc d'abord, c'est le narrateur qui réunit en fait plusieurs aspects de l'ouvrage. Et d'abord, la temporalité. Donc, il raconte de façon chronologique sa propre expérience, le voyage qu'il a fait dans la région, ce qu'il appelle la région gauloise, et les événements auxquels il est témoin. Mais il interrompt constamment ce récit chronologique avec de nombreux prolepses. Il évoque également sa propre activité d'écriture qui se déroule dans un présent, le présent de son travail, de remaniement, de création textuelle. Et finalement, il s'adresse au lecteur aussi de façon récurrente. Et ainsi, il crée une sorte de pont entre lui-même et son activité d'écriture et son lecteur et son activité anticipée de lecture qui va se dérouler soit dans un avenir proche, celui de la Bourgogne en 1424, ou peut-être un avenir lointain, la France en 2024. Et donc, mais c'est le narrateur en fait qui sert de point d'ancrage à toutes ces temporalités, ces possibilités disparates. Puis, le narrateur implique ses lecteurs dans ce que je caractériserai, suivant l'historien des émotions Barbara Rosenwein, comme sa communauté émotionnelle. Et ceci à travers les descriptions fréquentes de ses propres réactions aux événements qu'il décrit, parfois constatives, je l'ermouais en soupirant, dit-il, mais aussi performatives, las, aimi, las. Et donc nous, les lecteurs, les lectrices, deviennent des témoins de sa performance, de ses émotions. Malgré la structure linéaire du Pastorale, l'expérience de la lecture est une de cyclicité. L'alternance entre des moments de paix, les reprises de la guerre, l'espoir suivi de déception des protagonistes et aussi le retour régulier du printemps constitue une sorte de formation des lecteurs, des lectrices qui leur permet de partager les troubles, les incertitudes, les agitations des personnages et de faire de la lecture une expérience commune. Ainsi, les lecteurs, les lectrices constituent, tout comme les personnages, une communauté constituée à partir des états affectifs collectifs. Donc, nous rejoignons ici le propos de Butler, je dirais, pour qui le deuil donnerait lieu à la communauté. Pour en finir avec le Pastorale, c'est ce moment d'excès affectif qui bouleverse le narrateur, mettant fin à son activité d'écriture. Cette rupture, cette frontière, ce réveil, si vous voulez, s'ouvre au potentiel d'un avenir non déterminé et fait appel au lecteur, justement, nouvellement constitué en communauté, d'en former les contours et les actions de cet avenir. Donc, question, dans d'autres textes dont tu as parlé aujourd'hui ou ailleurs, quelles sont les techniques, les méthodes, les mécanismes qui mènent ou qui cherchent à mener à un réveil ou à un relèvement politique? Et je te remercie encore. Merci. Merci beaucoup, Daisy. Alors, je vais répondre... Je vais essayer de répondre dans l'ordre, alors. Est-ce qu'il y a une spécificité de la douleur dans toutes ces émotions ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots en fait différents pour évoquer la douleur et encore plus si on pense aussi au latin qu'on peut confronter au français de Chartier dans le livre de l'Espérance où il y a un intertexte avec Boès. Donc il y a encore beaucoup... on voit bien qu'il y a une difficulté aussi peut-être à cerner quelque chose pour nous qui ne correspond pas exactement à la manière dont on pense ces émotions. C'est tout le problème dans l'histoire des émotions, hein, on ne peut pas projeter forcément tout à fait les mêmes réalités, même si on pense une immédiateté dans les définitions des émotions. Finalement, c'est à historiciser.
Moi, ce que j'avais l'impression de pouvoir identifier, c'est dans le deuil, dans le mot deuil, qui existe, hein, c'est deuil, cette articulation qu'il y a entre déploration et colère, enfin, le fait qu'on ne distingue pas que c'est une sorte de rage et que c'est pas la même chose que justement simplement la tristesse, où on voit dans l'allégorie du roman de la Rose quand même que c'est associé au signe de deuil, mais à vraiment ce qui montre l'abattement du personnage, hein, le fait de délier ses cheveux, de défaire sa robe, donc c'est vraiment l'instant négatif en quelque sorte. Et ce qui apparaît comme ira, celle qui se perce de sa propre épée dans la psychomachie, là c'est autre chose, et c'est un moment de violence finalement. Et il me semble que dans le mot en moyen français, en tout cas deuil, ça dit les deux en même temps, comme d'ailleurs dans Ir et dans Kourou, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, et ce que Yasmina Farjonsens a exposé aussi dans des textes antérieurs. Et donc, en fait, ce sont des émotions qui, difficiles à penser, parce qu'en fait, c'est des émotions conjointes pour nous. Il y a les deux en même temps. C'est la rage du chagrin, ou le chagrin furieux, enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a un mot exact en français moderne pour le dire. En tout cas, il y a peut-être alors, je ne sais pas si c'est la douleur, c'est la spécificité du deuil, comme cette violence qui déchire dans la douleur, en fait. Et ça, je crois qu'on arrive à le penser avec ce mot-là, parce qu'il articule justement à la fois une douleur qui est intime et intérieure, et des manifestations. Parce que deuil, ça veut dire, on peut dire faire deuil, et ça veut dire déployer des manifestations de deuil. Donc, c'est ce passage, en fait, de la tristesse à son expression violente que ça désigne. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a là quelque chose qu'on a peut-être perdu, parce qu'on a perdu le rituel, en fait, mais assez tôt peut-être, en tout cas plus tôt peut-être que dans l'Italie, où on a tellement, finalement, ces études sur le lamento, sur les lamentations, elles sont surtout dans l'Italie, parce que pour Florence Salazar, dans le lamento italien, elle dit que c'est pour elle une spécificité de la culture italienne, d'articuler le lamento avec la politique, et qu'il y a une continuité de la tradition. On a l'impression que dans le... Enfin, moi, j'ai eu l'impression que pour ce qui concernait la France, il y avait peu d'études sur la question. C'est aussi que cette continuité n'existe pas forcément autant. Mais donc voilà, on a perdu peut-être ce sens-là avec les rituels de deuil expressifs qu'on trouve expliqués par les descriptifs de funérailles et jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc oui, je crois que là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas penser exactement dans nos mots, en fait. C'est pour ça la douleur, je ne sais pas si on peut dire deuil. Voilà, ça c'est le mot qui désigne cette articulation. Alors après, est-ce qu'il y a une force spécifiquement féminine ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de spécifique aux plaintes féminines ? Alors, je ne sais pas si on peut dire vraiment qu'il y ait une si grande opposition de genre dans les lamentations. Moi, j'avais plutôt l'impression, c'est ce que j'ai essayé de dire à certains moments, je ne sais pas si c'était forcément... Enfin voilà, c'était des pistes aussi, mais que cette déploration, elle conjoint les deux sexes, les deux genres, qu'il n'y a pas, en fait, dans les pratiques, peut-être tellement d'opposition, si ce n'est que la différence, peut-être, c'est que dans un cas, pour les lamentations féminines, elles sont toujours plus ou moins représentées comme des excès, et au contraire, les lamentations masculines, on valorise plutôt la colère juste, mais pas, c'est ce que dit Stephen White, mais pas l'excès de lamentation. On peut trouver des témoignages de lamentation masculine très forte, mais accompagnée aussi d'une certaine condamnation. Il se laisse aller comme une femme à pleurer, alors que visiblement dans le rituel, c'est conjoint, il n'y a pas de différence. Par exemple, dans La mort le roi Arthur, même si c'est évidemment plutôt le XIIIe siècle, ça choquait beaucoup les étudiants que le roi Arthur pleure des larmes sans fin, et en fait, c'est pas étrange. C'est pas vécu comme, c'est pas
vécu non plus comme une humiliation. Donc, la force spécifique des lamentations féminines, peut-être à un moment où on condamne davantage ces réactions dans les prescriptions sur le deuil, c'est peut-être qu'elles restent en fait en charge de cette douleur collective qui est à la fois masculine et féminine, et que c'est à la fois leur force et leur faiblesse, c'est-à-dire qu'on les voit comme des excès, mais en même temps tout le monde en a besoin. C'est le principe de la pleureuse, c'est-à-dire qu'elle porte la voix de la collectivité, elle décharge les autres de cette virulence de l'émotion. Donc je ne sais pas si on peut opposer ordre et désordre, mais c'est frappant, par exemple, dans l'image de Niccolò dell'Arca, les femmes portent la violence des émotions, pas les hommes. Jean, par exemple, on le voit au milieu, il est pensif, et il n'y a pas on a l'impression que voilà, il y a une distribution genrée des manifestations de deuil. Mais je dirais que on est peut-être à un moment où ça se modifie à ce moment-là. Et le fait qu'ensuite ce soit le pleurant, mais le pleurant c'est un homme et il est sous le manteau, on ne voit pas ses lamentations, donc il y a vraiment quelque chose de différent. Ça manifeste une valorisation, on va dire, de l'intériorisation du deuil, de sa maîtrise, dont c'est des choses sur lesquelles on vit toujours. Hein. On n'est pas censé se jeter sur le cercueil en hurlant dans les rituels funéraires actuels. Donc il y a, je pense, dans la continuité, une continuité perdue avec ce genre de manifestation. Et peut-être la force spécifiquement féminine, c'est cette possibilité de porter une violence qui ne peut pas se dire autrement. Après, il y a cette idée qui est forte dans les lamentations de Jérémie aussi, une sorte de cri du corps en travail, en fait. C'est une sorte de représentation du corps féminin, du corps qui est capable de produire un autre être, enfin, de se séparer, comme ça, de se déchirer, qui est vraiment une image très très violente. Donc peut-être que l'imaginaire du corps féminin, surtout quand il est présenté comme ça, avec les cheveux tirés, c'est plus fort de ce point de vue-là, hein, pour porter cette image de la perte en soi-même que représente la mort. Donc oui, je pense qu'il y a quand même, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, hein, une voix féminine spécifique dans les lamentations qui fait qu'elle est quand même investie par les poètes. Ensuite, quand Chartier reprend cette posture, on va dire, endeuillée, effectivement, il n'y a pas non plus tout à fait la même chose. Mais les larmes, le fait de détordre ses mains, le fait d'être à part, le fait de porter le noir, tout ça, on retrouve exactement la même chose, en fait, hein, que ce soit chez le poète masculin ou chez la poétesse femme. Donc il occupe cette place qui, visiblement, c'est possible de l'occuper, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors ensuite, les méthodes de relèvement. Pour que ce soit un réveil politique, pour que ce soit autre chose que le cri de douleur devant la mort, j'hésiterais parce qu'il y a une tentation de la consolation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire de l'apaisement de la douleur, mais qui en fait est aussi pas vraiment une voie acceptable. Et on voit dans les textes, hein, dont je vous ai parlé, en fait, une sorte d'évolution, parce que chez Machaut, la dame, dans le premier jugement, c'est presque... On lui demande de se consoler, elle est réintégrée dans le monde courtois. Raison lui dit que... Enfin, Raison argumente en disant qu'elle va oublier, et puis l'amour reviendra. Et d'un certain point de vue, c'est une vraie consolation à offrir à la dame, mais en même temps, ce que va reprendre la dame dans le second jugement, c'est ça même, en disant, mais on ne dit pas à quelqu'un un perdu dit de retrouver. Enfin, c'est pas ça qu'on peut dire pour consoler une femme en deuil. Donc oui, finalement, elle va pas se consoler du tout. Et c'est pas souhaitable de lui proposer cette voie. Mais en fait, ça reste donc
comme un appel à quand même retrouver une place sociale, puisque la dame exclue de l'économie du désir par le deuil, elle reste à part, hein, c'est la posture de Christine de Pisan. Et peut-être que la solidarité, disons, du corps social, cette fois-ci, hein, se substitue efficacement, finalement, à ce qu'était l'amour. Enfin, voilà, ce qu'on propose à Adam de Machaut, retrouve un autre amant. Non. Donc, le corps social peut réparer ce deuil fondamental. Hein. Et souvent, c'est les scènes collectives, il me semble, montrent tout d'un coup, le groupe se soude autour du personnage qui est endeuillé. Ça réveille la solidarité, peut-être, de ce point de vue-là, du groupe, hein, qui fait corps autour de la douleur. Alors, est-ce que c'est politique ou est-ce qu'on en reste à un niveau infra-politique? Je ne sais pas. Ce que dit Judith Butler, quand même, il me semble, c'est que cette conscience qu'on est vulnérable dans sa chair, dans le deuil, ça ne doit pas nous pousser à être... Enfin, ça ne devrait pas porter au cri de guerre, donc à l'agressivité, à la défense, et au groupe qui se soude uniquement dans la fureur contre l'ennemi, ce qu'on entend aussi quand même beaucoup dans les récriminations des dames, et que ça peut être une solidarité de paix, en quelque sorte. Alors après, comment... Voilà, je ne sais pas... On peut quand même considérer... Enfin, ça a été dit par Tania von Hemmelreich et puis par d'autres... Jean-Claude Multaler a écrit « Tristesse de l'engagement », où il montre c'est cette tristesse à l'origine aussi de tout ce travail, que finalement une parole va pouvoir s'élaborer à partir de ça. Qu'est-ce que ça doit être que la solidarité qui protège quand on exhibe la douleur, effectivement. Mais j'ai l'impression parfois qu'on en reste à l'éveil de la conscience, mais pas encore vraiment totalement... Enfin, la conscience de la communauté, de la solidarité, c'est pas encore un discours complètement politique, oui. En fait. Surtout qu'il y a une traduction politique qui peut être, je dirais, transparente entre la consolation et la résignation, c'est-à-dire ce dont on parlait d'ailleurs il y a 15 jours, face au tyran, faut-il le supporter? Enfin, je ne sais pas ce que... François, si tu as... Pardon, excusez-moi, je reprends le micro. J'aimerais rebondir d'abord sur une partie de la question que posait Daisy sur les techniques du relève-main, en fait, parce que la question concernait également, j'ai l'impression, les techniques langagières. Puisque finalement, ces procédés poétiques, enfin ces poésies, on sent que la peine est là, le deuil est là, le relèvement est là aussi. Et c'est une question que j'avais posée aussi à Hugo Oscar Bizarri, en fait, en off, avant le séminaire. Je lui ai demandé, est-ce que dans la langue même, dans l'écriture, en fait, le fait de parler du deuil, de parler de la douleur, est-ce qu'on en parle d'une certaine façon, avec certaines techniques, voilà. Alors c'était de la poésie, dans le cas du Rima de Palacio, mais qui font que automatiquement et presque obligatoirement, on va avoir de la consolation derrière. Je me posais la question, en fait, parce que ce que tu disais au départ sur, sur la question du deuil, de la douleur, je suis toujours quand même très frappé par le continuum, en fait, lexical, qui se met en place, justement, je pense, au XIVe siècle, en réalité, entre l'expression de la complainte sur le plan littéraire, mais aussi la formation, en fait, judiciaire de la complainte, et qu'on a là, en fait, une sorte de continuum qui se crée, et qui fait qu'on ne sait pas très bien, finalement, qui est en premier, en réalité. Est-ce que la complainte littéraire précède, en fait, la formalisation des complaintes judiciaires, juridiques, via les procès, ce genre de choses, qui sont aussi des actions politiques, en réalité? Ou est-ce que c'est l'inverse? C'est parfois très difficile, en réalité, à repérer, ne serait-ce que, finalement, nos acteurs aussi participent souvent sur tous les jeux, sur tous les fronts, et que, par conséquent, ça circule entre eux. Donc, ma première question, elle serait vraiment la question de la technique de langue et d'écriture. Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui, par exemple, dans la poésie,
davantage que dans la prose peut-être, nous place immédiatement dans la possibilité en fait du relèvement. Voilà, c'est la question que je me pose. Et j'ai l'impression que la poésie se prête davantage peut-être au relèvement que la prose. Mais merci beaucoup pour cette question. Alors oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser dans cette voie, parce que par ailleurs, dans plusieurs de ces textes de deuil, il y a toute une mise en scène du processus pour faire sortir le personnage du silence. C'est-à-dire qu'il refuse de parler d'abord, et puis il faut lui redemander, il faut lui promettre le secret. Voilà, il y a plusieurs versions, mais pour qu'à un moment, alors que dans le narrateur des Quatre Dames, il demande, il faut desclore. Donc il faut défermer, desclore, et réussir à faire sortir la parole. Et puis, j'ai beaucoup parlé justement de cris, etc., de toute cette dimension, et qu'il y a quelque chose d'indicible, et qui va réussir à se dire, et ça c'est vraiment un travail poétique, on a l'impression, toute une maïeutique par la poésie, d'écrire le cri, d'écrire le sonore, avant d'arriver à formuler des mots. Et puis, au fur et à mesure, il y a aussi le langage juridique qui arrive au fur et à mesure. Alors c'est très frappant chez Machaut, par exemple, où quand la dame vient se plaindre dans Le Roi de Navarre, il lui dit, elle ne veut pas dire pourquoi, et il lui dit, il faut formuler comme en droit, si vous devez porter jusqu'à la conclusion, il faut réussir à exprimer dans les termes du droit, sinon je ne peux pas comprendre de quoi vous vous plaignez. Je paraphrase affreusement, mais c'est l'idée. Je ne sais plus exactement les termes en tête, mais je crois que il y a vraiment cette notion que le langage juridique va permettre progressivement de formuler ce qui est d'abord de l'ordre de la blessure intime qui n'arrive pas à se dire. Donc la poésie, elle apporte cela, qui est absolument irremplaçable peut-être, de se fonder sur les mouvements du corps, sur l'élan, sur le sonore, le cri. Et on a l'impression d'entendre parfois, au fur et à mesure dans les complaintes, se formuler progressivement quelque chose de plus apaisé, mais à partir de l'écriture du cri. Alors, las, émis, a avec 2 A, quand même, qui comptent parfois pour 2 syllabes dans le vers. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une écriture de cela, puis qui devait être aussi destinée à la voix. Donc oui, et ça c'est quelque chose, je crois, qu'on peut considérer comme dans la plainte, dans la lamentation, quelque chose qui est déjà juridique, enfin infra-juridique, et qu'on passe de la complainte à la plainte en justice, c'est une continuité. Merci de la réponse, parce que j'étais en train de penser à autre chose derrière, et merci d'arriver à cela, parce que j'ai l'impression que ce qui se joue, c'est finalement presque un régime de vérité, en fait, qui se met en place sur la douleur, sur le cri, sur la vérité, en fait, de la protestation qui doit être faite, et ce genre de choses. Et j'y pensais simplement en raison, je reviens à mon lit alité en 1420, lorsque, en gros, lorsqu'on demande au roi, tout ce qui s'est passé, c'est vrai, en gros, et là, il pleure. Et tous les acteurs considèrent que ça s'est vraiment passé. En fait, les larmes, logiquement, fonctionnent comme une preuve de vérité. Et au fond, j'ai l'impression d'une sorte de procédure de vérité au travers de cette poésie qui se met en place. Et je trouve que c'est très intéressant de voir là, du coup, le rôle complètement social, politique, civique des femmes dans cette procédure judiciaire qui se met en place, alors que ce sont des mineurs d'un point de vue juridique. Et là, on a une sorte de retournement de situation qui me semble très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais d'allégorie et de théâtralité, parce que de la scène judiciaire, parce que c'est la théâtralité qui scelle l'authenticité du régime de vérité, en fait. Donc il n'y a pas effectivement, depuis l'endroit où on est, à statuer entre l'expressivité et l'intériorité. Au fond. Puisque c'est quand ils sont les plus théâtraux qui sont les plus sincères. Oui. Dans le Pastoralet, il y a des scènes où on joue, en fait, la douleur, mais faussement, pas sincèrement. Donc on peut assumer, en fait, les gestes, puisque, comme tu as montré, les gestes sont codifiés. Et donc, ça veut dire qu'on peut agir
malheureux, mais on ne l'étend pas. Donc, est-ce que le corps, en fait, témoin de la sincérité des émotions, finalement? Alors, le corps, je ne sais pas, mais vraiment, c'est le langage incarné dans le corps, de la manière dont ça s'est porté. Ensuite, alors, j'ai vainement cherché s'il n'y avait pas une scène comme ça où Valentine Visconti aurait dit la douleur, ou s'il y avait des complaintes sur la mort du duc d'Orléans. Je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez, dites-moi. Mais en fait, ce que j'ai trouvé dans Un meurtre, une société de Bernard Guenet, quand il explique, en fait, elle vient avec un avocat, et c'est lui qui va tout exposer. Par contre, elle apparaît en grand deuil, en noir. Les chevaux sont vêtus de noir. Et le fait d'exhiber le deuil est déjà presque introduire un trouble, en fait, politique, parce que ça veut dire que justice n'est pas faite, vengeance est encore possible. Enfin, donc, voilà. Mais en fait, cette parole, quand même, juridiquement, socialement, mais peut-être que dans l'aristocratie, je sais. C'est quand même pas elle qui porte la voix. C'est quand même un avocat qui va dire, mais qui dit le deuil, la douleur, etc. Alors voilà, c'est dans la littérature, en revanche. Voilà, Chimène, elle va dire « Sire, mon père est mort », et elle va dire elle-même. Donc là, oui, mais moi, j'ai pas trouvé. Oui, mais sur les formes, voilà. Sur les formes pathétiques, c'est vrai que certainement, voilà, on peut, sans nécessairement reparler de la veuve de Navalny, on voit bien que le fait même de se présenter, avec une certaine stature, de se poser là, vaut protestation. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une question, pardon, mais puisque je sais que Laetitia, tu as aussi travaillé sur les reliques de l'amour, ça m'intéresse. Et dans le pastoralet, tu évoquais, Daisy, la question des cimetières d'amour. Et donc ça se passe comment pour effectivement expliquer... Comment se passent les cimetières? Oui, c'est ça. Oui, le lien que tu faisais entre... c'est vraiment la forme de la phrase. Sur les épitaphes, il y a souvent quelqu'un qui visite les cimetières, qui lit les épitaphes, qui dit « Ici gît un tel qui mourut d'amour ». Et donc, c'est la formule, c'est le « si gît un tel est mouru ». Et puisque c'est affiché comme un cimetière d'amour, donc on a tous les éléments. On a le fait du duc de Bourgogne, de l'amour et la mort. Et donc, c'est un lien que je me suis fait dans ma tête. C'est pas un lien qui est affiché dans le texte. C'est ça que tu demandais. Oui. Mais comme les cimetières d'amour prolifèrent à la fin du Moyen-Âge, ça aurait été un point de repère reconnaissable, je pense, pour les lecteurs. Oui. Je peux dire un mot sur les reliques d'amour? Oui, les reliques d'amour, oui. Alors, c'était disons, une hypothèse que j'avais dans la manière dont Chartier se construisait comme endeuillé, justement, de recourir beaucoup à cette métaphore possible de le veuf et la relique du mort. En fait, il porte la mémoire et il est une sorte d'autre partie de son corps, notamment dans le deuil amoureux. Cette idée des chairs qui ne formaient qu'une et qui ont été séparées, et que par ailleurs il pouvait aussi s'autoriser de cela comme pour porter une parole spécifique, parce que la relique fait des miracles aussi. Et donc il y a quelque chose qui sacralise un peu la figure de l'endeuillé, tout en même malgré tout, en faisant quand même le reste d'un monde qui a disparu. Et ça, je trouve que c'est parfois très, très dur dans la poésie de Chartier, telle que je la comprends là, mais c'est qu'il y a toujours la nostalgie de quelque chose qui est définitivement terminé, quand même. Dans ce lyrisme de la déploration, c'est pas l'amour lié à la joie qu'on trouve encore chez Machaut, et en même temps, c'est un idéal qui est perdu et qu'on continue de chanter. Et ça, c'est vraiment, il me semble, un peu ce que je voyais dans l'image du corps endeuillé comme relique.
Ensuite, ça venait aussi du fait qu'on l'a beaucoup divinisé après, dans la réception qu'en ont fait les grands rhétoriqueurs, enfin ceux qu'on appelle les grands rhétoriqueurs, hein, les poètes orateurs. Et donc, parfois, il a cette image d'une sorte de relique du monde passé que les dames continuent d'adorer, en quelque sorte. C'est une anecdote de Jean Boucher qui dit que... alors c'est totalement controuvé, puisque c'est pas vraisemblable du point de vue des dates, mais que Marguerite d'Écosse, l'ayant vue endormie, l'aurait embrassée sur la bouche et que tout le monde s'en étonnait, et qu'elle aurait dit « Je n'ai pas embrassé l'homme, mais la bouche dont sont sorties tant de sentences et tant de belles phrases ». Je paraphrase un peu. Mais donc, il apparaît vraiment comme une sorte de... Vous voyez, c'est un peu le baiser aux reliques, ou il est le vestige aussi d'un monde chevaleresque perdu. Il incarne une sorte de rigueur morale dans sa posture aussi même de personnage politique, qui montre cela, la continuité avec le passé, y compris quand tout s'est effondré. C'est ça. Alors, il nous reste un quart d'heure. S'il y a des questions dans la salle, des remarques ou des compléments.